Parfait. Et bonjour. Bonjour, officiellement bonjour. Merci de vous être déplacé. Euh, Aujourd'hui, on va vraiment parler du financement UNITAX, puis je vais vraiment mettre l'emphase sur ce qu'on peut faire en sciences sociales, sciences humaines et arts avec MITAX. Et je vais donner plein d'exemples de gens des sciences sociales, sciences humaines et arts de l'UDM qui ont fait des projets MITAX. Comme ça, ça donne un peu plus de vie à des programmes qui sont autrement un peu administratifs. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les numéros n'apparaissent pas, mais voici, on va premièrement parler des objectifs de la mission de MITAX. Je vais vous présenter la gamme de programmes, les avantages à utiliser les programmes MITAX. Puis là, je vais vous montrer un arbre décisionnel. Quel programme MITAX, quel Global Link ai-je besoin? Ça, c'est le Global Link, il y en a deux, tout le monde se trompe tout le temps, c'est pas facile. Donc, l'arbre décisionnel va être là. Ensuite, je vais rentrer un petit peu plus dans les programmes clés de MITAX, dont l'international, mais aussi les accélérations. Et ensuite, je vais démontrer comment alléger les contributions des partenaires, parce qu'en sciences sociales, humaines et arts, souvent, on travaille avec des OBNL qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et je vais vous parler de l'entente entre MITAX et le CRSH qui vient de commencer. Alors, tout premièrement, en fait, MITAX, c'est une OBNL. Pour ceux qui ne le savent pas, là, on est indépendant du gouvernement, mais on dépense quand même les sous du gouvernement. Donc, on a du financement des ministères de l'Innovation au Canada et au Québec. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est les ministères de l'Innovation? C'est parce que vraiment, l'objectif de MITAX, c'est de de stimuler l'économie du savoir au Canada. Bon, on a des matières premières au Canada et on a beaucoup de savoir au Canada. Donc, on veut vraiment stimuler l'économie canadienne par la transmission de savoir dans le milieu privé. C'est pour ça qu'on travaille avec des organismes privés. C'est pour ça que les gouvernements, on est financé par le ministère de l'Innovation et non pas par exemple, le ministère de l'Éducation. Donc, notre objectif, c'est vraiment de donner des ailes à l'innovation canadienne, si on peut dire, en faisant des partenariats entre le milieu académique, et quand on parle du milieu académique, c'est les universités, mais aussi les cégeps, et le milieu privé. Puis quand on parle du milieu privé, on va parler des entreprises privées, mais on va aussi parler des OBNL, des fondations, des municipalités et des hôpitaux. Donc, le milieu privé, là, c'est peut-être plus le terme qui est le meilleur pour ça, mais donc le milieu non académique. Voilà. Alors, la gamme des programmes de MITAX. On a des programmes qui vont aider à la recherche fondamentale. On en a qui vont aider à la recherche appliquée ou qui vont aider la recherche à être appliquée. Et on a aussi des programmes qui sont vraiment pour l'innovation et le développement, où là, on n'a pas, je vais expliquer la différence tout à l'heure, mais en bref, ce programme-là, on n'a pas besoin d'aller chercher des données. On a un savoir, on l'applique dans une entreprise ou dans un partenaire. Dans la recherche fondamentale, donc pensez toujours MITAX, partenariat, c'est des professeurs qui ont des partenariats avec d'autres professeurs à l'étranger et qui vont s'échanger des étudiants en recherche. Donc, c'est vraiment, puis quand je parle du mot échanger, évidemment, ce n'est pas nécessairement réciproque et bilatéral tout le temps, mais l'idée, c'est de donner ces opportunités-là. Donc, des étudiants de l'UDM, des sortants, des entrants. Donc là, c'est la gamme Global Link. C'est vraiment du déplacement de recherche, la mobilité de recherche. Ensuite, dans la recherche appliquée, on a les programmes, nos programmes cœur, qui sont les programmes accélération et élévation. Donc là, c'est vraiment avec des partenaires privés et toute la gamme de partenaires que je vous ai dit tout à l'heure. Puis ensuite, on a le stage de stratégie d'entreprise, où là, c'est vraiment pour aller appliquer des savoirs, pour apporter un projet dans une entreprise qui va lui permettre de s'améliorer, de pivoter, de stratégiser, de quelque chose qui va lui apporter, donc un savoir qui va lui apporter un changement. Puis j'insiste sur ça parce que ce n'est pas des stages de gens où on va payer qui vont être des stages d'observation ou des stages cliniques. Là, on veut vraiment que l'étudiant ou l'étudiante aille chez le partenaire pour apporter un savoir.
Ici, c'est vraiment, j'ai quelques diapositives sur les avantages à utiliser Mitax. Bon, nous, vraiment, là, notre objectif, c'est vraiment de mettre en collaboration le milieu académique, le milieu privé et les étudiantes et étudiants. Tout le monde va y trouver son compte. Déjà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact. Puis là, j'ai marqué socio-économique parce que souvent, on va parler de l'impact économique de nos stages. Mais nous, en sciences sociales, on a un impact qui est un peu plus long terme, moyen, long terme. Donc, c'est un impact social en premier lieu qui va ensuite avoir des avantages économiques. Donc, c'est vraiment important de penser à l'impact socio-économique que peut avoir notre recherche sur la population plus tard. Pour les chercheurs et les chercheuses et les unités académiques, les avantages, c'est premièrement de financer. Donc, on est toujours à la recherche de financement pour nos étudiantes et nos étudiants. Donc, Mitax est une opportunité de financement. Ensuite, ça nous permet d'avoir un impact social direct. Puis encore une fois, là, je mets l'accent sur le social. Il y en a qui vont dire plus un impact socio-économique, mais l'idée, c'est vraiment d'être capable d'exprimer les capacités de sa recherche à changer le monde, même si c'est un tout petit pas à la fois. Ensuite, les professeurs, les chercheurs vont maintenir leur droit de publication, tout ça en négociation évidemment avec les partenaires. Des fois, il peut y avoir une publication un peu plus tard que prévu pour retenir de la propriété intellectuelle. Donc, il y a des négociations qui peuvent se faire. En sciences sociales et humaines, c'est un peu moins courant, les négociations de propriété intellectuelle, mais quand même, ça existe. Mais les chercheurs vont maintenir leur droit de publication. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que les chercheurs peuvent établir des relations avec des partenaires qui éventuellement peuvent leur permettre, après ça, de faire des demandes de CRSH. Donc, on sait, les demandes partenariat, bien, ça commence avec certains partenaires. Ça pourrait commencer avec du Mitax. Ça démontre la solidité du partenariat. Puis ensuite, on s'en va vers du CRSH. Et ce qui est bien, c'est que le financement n'est pas compétitif et tous les étudiants sont admissibles. Tous les étudiants canadiens ou étrangers qui sont au Canada, qui sont à l'Université de Montréal, sont admissibles. Puis aussi, dans certains programmes, on admet des étudiants de l'étranger pour qu'ils viennent aider à faire un projet d'entreprise ici. On peut aussi envoyer des étudiants dans une entreprise à l'étranger tout en restant tout en ayant en tête qu'il faut toujours qu'il y ait un avantage pour le Canada. Un avantage en termes de propriété intellectuelle, de personnel hautement qualifié ou en termes économiques. Là, j'ai mis des noms d'entreprises pour que vous sachiez, toutes ces entreprises-là ont fait des projets en sciences sociales, humaines et arts avec l'Université de Montréal, avec des chercheurs et des chercheuses de l'Université de Montréal. Les avantages pour les étudiants, les postdoctorants, quand vous allez leur dire « on va faire un Mitax, il faut que tu travailles un peu sur la demande », voici ce qu'il faut leur dire. Donc, premièrement, ça leur permet de transférer leurs compétences académiques, de ne pas rester dans une tour d'ivoire, puis d'être capable de transférer leurs compétences académiques dans le milieu privé, donc pour avoir un impact direct sur la société. Puis, ça leur permet aussi d'acquérir une expérience en milieu privé. Et ça, bien, souvent, puis là, la pénurie de main-d'œuvre a tout changé, mais dans mon temps, il y a de cela jadis, quand il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, ben, il fallait, puis qu'on sortait du doctorat, on nous disait, mais ton expérience est beaucoup trop académique, moi j'ai besoin que tu aies une expérience sur le marché du travail. Bon, mais c'est l'avantage que ça leur donne. Ils ont une expérience sur le marché du travail avant même de diplômer. Donc ça, c'est très, très intéressant. Puis ben, ils apprennent aussi le rythme du milieu privé qui est absolument différent de celui du milieu académique. Donc, développer des nouvelles compétences et aptitudes. Et c'est vraiment intéressant pour une étudiante de constater l'impact direct de ce que leur étude leur a donné, du savoir que leur étude leur a donné directement sur le terrain. Les étudiants internationaux sont éligibles. Il faut voir, il faut toujours communiquer avec moi pour vérifier, là, parce que ça dépend du statut. C'est l'Université de Montréal qui va décider quel statut étudiant est éligible ou pas. Pour Mitax, les étudiants internationaux sont éligibles, les étudiants à temps partiel, à temps plein, même les étudiants gradués sont éligibles. Puis après ça, bien, les universités décident selon leur politique à eux. Encore une fois, là, vous voyez toute une liste de noms de partenaires qui ont fait des projets en sciences sociales et humaines.
Ensuite, vous dites, « Ah, mais c'est une super idée, mais je n'ai pas de partenaire. Comment est-ce que je peux convaincre un partenaire de travailler avec moi? » Eh bien, voici, j'ai des avantages pour le partenaire. Donc, premièrement, vous allez avoir accès à la fine pointe de la connaissance. Ça, c'est un super argument de dire au partenaire, vous avez un défi, moi, je peux vous aider à le régler avec les dernières connaissances dans le domaine. Mitax va égaliser votre contribution monétaire, puis je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça se passe après. Donc, il y a un levier financier qui est intéressant. Les programmes sont non concurrentiels et sont acceptés à l'année. Donc, quand on dit non concurrentiel, 98% des demandes sont acceptées chez Mitax. Pourquoi? Parce que Mitax, premièrement, il y a des personnes comme moi dans toutes les universités. On révise les demandes. Si on voit qu'il manque de substance dans la méthodologie et tout ça, on est là pour signaler des choses. Puis après ça, Mitax va toujours demander une révision plutôt que de refuser un projet. Donc, on a toujours la chance de réviser. Puis après ça, si on ne révise pas comme le veulent les évaluateurs externes, peut-être que là, on peut se faire refuser. Mais je veux dire, on a quand même pas mal de chances de l'avoir. Puis oui, en passant, c'est une évaluation qui est faite par les pairs. Donc, sauf dans certains cas dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et ce qui est très, très, très avantageux en ce moment pour les partenaires, c'est qu'ils peuvent se construire un réseau de possibles ressources humaines. Donc, ils vont pouvoir essayer l'étudiant et faire un entraînement en payant seulement la moitié, puis voir éventuellement pour après ça l'engager, l'étudiant ou l'étudiante. Avant de vous expliquer exactement comment fonctionne le financement de Mitax, je vous explique cet arbre décisionnel qui a l'air très complexe comme ça, peut-être. En tout cas, j'ai essayé de le simplifier. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider tout le monde à choisir les programmes. Puis de toute façon, mes collègues et moi sommes à l'Université de Montréal, puis on a tout le monde dans les autres universités si vous collaborez avec d'autres chercheurs ailleurs. Donc, première question à se poser, est-ce que je travaille avec un partenaire ou je veux travailler avec un partenaire? Mitax, c'est toujours de la recherche en partenariat. C'est ça. Hein? On commence par ça. Si oui, vous avez un partenaire, parfait. Si c'est un partenaire, une OBNL, fondation, municipalité, hôpital ou entreprise, on peut commencer à penser à un projet Mitax. Puis si c'est des chercheurs à l'étranger, aussi, on a des programmes pour ça. Puis le deuxième nœud, qui est non négociable, c'est est-ce qu'il y a des étudiants qui peuvent bénéficier de la bourse? Parce que le financement Mitax ne va pas seulement aux chercheurs, c'est toujours pour payer des étudiants. Toujours, toujours, toujours. Si oui, il y a des étudiants, parfait. Si c'est avec un chercheur étranger, vous pouvez aller vers la bourse de recherche GlobalLink. Mais, puis ça, je vais vous expliquer tantôt, mais si c'est avec des partenaires privés, s'il y a une cueillette de données, on va dire que c'est plus de la recherche, on va aller vers l'accélération. Je vais vous donner un exemple d'accélération qu'on a fait à l'Université de Montréal, donc avec Sébastien Lord à l'École d'urbanisme qui a travaillé avec la ville de Brossard pour faire un portrait des résidents des milieux denses. Je pense qu'ils appellent ça pas les TOC, mais en tout cas, il y a un terme spécifique là, justement là, de milieux denses dans les villes. Donc, Sébastien Lord, qui est aussi un sociologue, travaille en ce moment avec la ville de Brossard. On a aussi un autre exemple avec le Musée des beaux-arts de Montréal et Joanne Lamoureux pour faire une technologie de médiation muséale numérique pour favoriser le sentiment d'appartenance sociale. Donc, ça, c'était accélération. Si c'est un stagiaire ou une stagiaire postdoc, on va favoriser l'application au programme Élévation qui n'est ouvert que pour les postdocs. Le programme Élévation, c'est minimum 1 an. On peut monter la contribution partenariale un peu plus. Donc, le postdoc va recevoir 60 000 à la place de 45 000 par année. Donc, c'est vraiment avantageux pour les postdoctorants. Et jusqu'à maintenant, c'était par concours. Il y avait 2 concours annuellement. C'est terminé. C'est à l'année longue maintenant. Donc, ils ont comme ça l'occasion de pouvoir déposer n'importe quand. Ensuite, on ne va pas chercher de données.
On n'a pas besoin de certificat d'approbation éthique. À ce moment-là, on n'a pas besoin de passer par le bureau de la recherche. On va passer par les facultés. Puis là, on peut aller chercher un programme qui s'appelle le stage de stratégie d'entreprise, qui, à l'Université de Montréal, est vraiment géré en faculté parce que, justement, ça n'implique pas de la portion recherche. Donc, c'est géré en faculté. Il faut que ce soit un étudiant ou une étudiante. Les postdocs ne peuvent pas faire de stage de stratégie d'entreprise. Oh, pardon. Avant tout, je vais vous donner des exemples d'élévation. Donc, pour des postdocs, on a Dominique Thibault, en fait, son postdoc qui vient de déposer un super projet avec la compagnie Accoussement pour tester des concerts avec une technologie qui va augmenter, ils appellent ça des concerts augmentés, mais c'est une technologie d'écouteurs qu'on porte pendant des concerts pour avoir une meilleure expérience. Ça a l'air absolument fascinant, son projet. Puis un autre exemple d'élévation, donc postdoc encore toujours, avec la Fondation Nouveaux Sentiers, Sarah Fraser de l'École de psychoéducation. Comment inclure les jeunes des Premières Nations dans des systèmes de gouvernance pour améliorer leur bien-être et celui de leur communauté. Puis là, évidemment, je pense qu'on va pouvoir partager cette présentation. Si vous cliquez sur les titres où c'est souligné, ça va directement sur la description de leur projet en ligne. Donc là, on était rendu au stage de stratégie d'entreprise. Encore, je répète, stage de stratégie d'entreprise, c'est des étudiants qui, par exemple, ça pourrait être en droit, ça pourrait être en relations industrielles, je m'en allais voir, et qui va aider une entreprise ou une organisation à améliorer ses pratiques. Par exemple, André Blais, là, professeur au département de sciences politiques, vient d'avoir une petite couverture médiatique sur le projet qu'il a fait avec la ville de Longueuil en collaboration avec Cyrano. Donc ça vous montre aussi qu'il peut y avoir plusieurs partenaires sur un projet qui peuvent se partager le coût. Sur une assemblée délibérative pour savoir si les citoyennes et citoyens étaient prêts à voter en ligne, entre autres. Ensuite, on a un projet avec Victor Heinz de l'École des relations industrielles et le SPVM, où là, c'était vraiment un projet en ressources humaines, en fait, pour faire une étude de stratégie d'attraction de rétention des nouvelles recrues policières. Si on continue dans notre arbre décisionnel, on a des partenariats avec des chercheurs à l'étranger. On se dit que c'est une bonne idée d'envoyer des étudiantes ou des étudiants ou de recevoir des étudiants pour 12 à 24 semaines. On a la bourse de recherche Global Inc. qui va donner un 6 000 $ total à l'étudiant. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Donc, un exemple avec Jorge Pantaleon du département d'anthropologie qui avait fait un projet en collaboration avec l'UNAM. Dominique Arsenault, qui avait fait du département d'histoire et d'études cinématographiques, qui avait fait un projet avec l'UNIL. Donc, on a des pays partenaires qui sont les pays partenaires du ministère de l'Innovation, évidemment. Ça va être des pays qui ont une économie un peu plus florissante, on va dire, avec lesquels on peut faire des échanges d'étudiants comme ça. Puis, je vais vous donner une petite exception après. Puis, enfin, vous n'avez pas de partenariat, mais vous voulez en développer des partenariats, bien, on a quelques outils, on a quelques plateformes. Sur notre site web, on a une page de projets ouverts, donc des entreprises qui recherchent à faire des collaborations avec le milieu académique. On a aussi une page avec plein d'exemples de projets. Donc, vous pouvez voir qui, avec quoi, a fait quoi, comment. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est partout au Canada, c'est une grosse base de données. Donc, ça peut vous donner des idées pour approcher des partenaires. Et puis sinon, si vous voulez recruter des étudiants et des étudiantes, on a un programme qui s'appelle le stage, et non pas la bourse, le stage de stratégie de recherche Global Inc. Je comprends pourquoi c'est un peu mélangeant. Où là, c'est vraiment un concours annuel où les professeurs déposent des projets, puis on les dépose la semaine dernière, donc au début juin. Puis là, les étudiants au monde. C'est vraiment beaucoup d'étudiants qui appliquent sur ces projets-là. Il y a tout un processus d'appariement qui dure presque 1 an parce que l'étudiant ou l'étudiante arrive l'été d'après, puis il y a 12 semaines de stage de recherche payés par Mitax complètement. Donc, vol, assurance, chambre, per diem et tout. Ça, c'est vraiment géré chez Mitax. Moi, je ne sais même pas qui sont ces étudiants-là. La preuve, je n'ai pas vraiment été capable de vous donner des exemples. Voilà. Donc, on va juste plonger
un tout petit peu plus profondément sur chaque programme. Ça, c'est la gamme de programmes GlobalLink. Donc, on a 3 types de bourses dans cette gamme. La première, c'est vraiment pour un échange étudiant 12-24 semaines. Pas besoin, il y a pas, les étudiants n'ont pas besoin de démontrer montrer leur comment on dit, relevé de notes. Donc, tout le monde est éligible, en fait. Pour les sortants, c'est 6 000 $. À l'UDM, en ce moment, l'entente que l'UDM avec une taxe, les sortants reçoivent 6 000. Pour les entrants, par contre, il faut que les étudiantes et les étudiants trouvent un cofinancement de 3 000 $ qui va généralement provenir des fonds des professeurs. Mais ça peut aussi venir éventuellement de leur université d'attache. Voilà. Puis ensuite, il y a le stage de recherche GlobalLink. Toutes les dépenses payées, 12 semaines en été. Les étudiants sont de la fin du bac. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir les recruter parce qu'après ça, s'ils reviennent faire leur maîtrise ou leur doctorat au Canada, Mitax a aussi une autre bourse qui leur permet d'avoir 15 000 $ en partant tout de suite que Mitax leur donne pour revenir faire leurs études ici. Donc, c'est vraiment une stratégie de recrutement. Accélération et stage de stratégie d'entreprise et aussi par le fait même élévation, voici comment ça fonctionne. On a un stagiaire, un professeur, une organisation partenaire, 4 à 6 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un bloc ou une unité de stage. C'est vraiment notre unité de mesure. Il y a 4 à 6 mois de stage. Par bloc, le partenaire donne 7 500 $. Mitax rajoute 7 500 $, ça fait 15 000 $. Minimum 10 000 s'en va en bourse à l'étudiante ou l'étudiant. 5 000 peut être utilisé en frais de recherche ou s'en va à l'étudiante ou à l'étudiant, ce qui donne une flexibilité. Si l'étudiant, par exemple, est au doctorat, on veut lui donner plus 15 000 que 10 000, etc. Ou pour des OBNL ou pour des entreprises qui ont même des PME, il peut y avoir aussi donner 5 000, Mitax rajoute 5 000, la bourse 10 000, il n'y a pas de frais de recherche. Donc, ça permet un petit peu plus de flexibilité. Pour l'élévation, vous allez voir en bas la petite note que j'ai mise ici. C'est que l'élévation, c'est un minimum de 3 blocs de stage. Donc, 3 blocs de 4 mois pour 1 an. Et le partenaire peut financer jusqu'à 10 000 $ par unité, puis Mitax rajoutera 10 000, ce qui fait 20 000 $, ce qui fait un total de 60 000 $ pour les 3 blocs pour 1 an. C'est avantageux parce que maintenant, les postdocs sont payés en salaire. On le sait. Un exemple d'accélération qui peut être vraiment intéressant dans les projets avec des partenaires qui ont un peu moins de sous, c'est qu'il peut y avoir plusieurs partenaires. Donc, par exemple, une OBNL, Cyrano, je vous donne l'exemple de M. Blais, une municipalité, Longueuil, qui peuvent décider de payer pour plusieurs blocs unités. Le projet, par exemple, dure 20 mois. On a un stagiaire doctorant qui fait 1 bloc, une stagiaire maîtrise qui fait 2 blocs, stagiaire au bac qui fait 1 bloc. OK? Donc, il y a vraiment beaucoup de flexibilité par rapport à ça. La seule limite, c'est les étudiants qui l'ont. Donc, la limite, c'est que, ce n'est pas vraiment une limite, au bac, on peut faire seulement 3 blocs. Mais sachant qu'au bac, on a une charge de cours, je veux dire, on a des cours tout le temps, ce n'est pas trop une limite. À la maîtrise, ils peuvent faire maximum 6 blocs de 6 mois, c'est quand même grand. Au doctorat, c'est 12, puis au postdoc, c'est 9. Donc, c'est une limite sans en être une, là, en fait. Mais un étudiant pourrait faire ses études en étant financé par une taxe tout le long, s'il y avait des partenaires impliqués tout le temps. Comment alléger la contribution du partenaire? On a une petite gorgée. On a plusieurs opportunités au cours de l'année qui permettent d'alléger la contribution des partenaires. Puis moi, étant la personne responsable des sciences sociales humaines à l'UDM, je m'arrange pour donner cette information-là à qui de droit. Idéalement, il faut qu'elle découle aussi puis qu'elle soit distribuée. Mais, par exemple, la Banque Scotia s'est associée à Mitax pour offrir 50 bourses cette année avec les fonds de recherche de la Banque Scotia sur la résilience économique. Donc, il donne un sujet particulier qui est vraiment la résilience économique, donc l'intégration des nouveaux travailleurs, etc. C'est un thème, je dirais, parapluie, mais il y a beaucoup de possibilités quand même dans ce terme-là.
Puis, ben, il n'y a pas beaucoup de personnes qui appliquent, mais en tout cas, il y a des bourses encore. Donc, et ça, ce que ça permet, comme les autres qui s'en viennent, c'est de diminuer la portion du partenaire. Donc, le partenaire qui normalement devrait donner 7 500 $ ne donne que 3 750. Donc, il donne 25 de la bourse totale. Puis, la Scotia va donner l'autre 25 et Mitax va rajouter son 50. Même chose avec les FRQSC. Donc, le FRQSC, en ce moment, a dit, ben, écoutez, nous, cette année, on vous donne 80 unités de stage, donc 80 blocs de stage partout au Québec. Premier arrivé, premier servi, pour toutes sortes de projets en sciences sociales et humaines. Donc, ça, encore une fois, ça diminue la contribution. Même chose avec Santé mentale Canada qui fait un appel par année. Je ne sais pas exactement combien de blocs ils offrent, mais sur tous les enjeux de santé mentale. Donc là, on a des thèmes un peu plus, je dirais, un peu précis, mais malgré que le FRQSC s'est ouvert à toutes les sciences sociales et humaines. On a aussi le parcours autochtone. Donc, Mitax travaille sur la décolonisation de la recherche, fait à l'interne beaucoup en ce moment pour ensuite éventuellement aller vers l'externe. Puis, une des actions qu'ils font, c'est de diminuer la portion ou d'augmenter la contribution de Mitax sur la portion partenariale des projets qui sont faits soit avec des entreprises ou OBNL autochtones, soit avec un ou une étudiante autochtone, ou soit sur des sujets qui sont co-construits avec des communautés et qui sont très, très utiles à des communautés autochtones. Et là, ben, la contribution du partenaire, 3 750 mi-taxe, rajoute 11 250 pour 15 000 par bloc. Puis chacun de ces programmes-là a quelques règles. Donc, par exemple, le FRQSC, c'est le premier bloc si vous avez un projet de plusieurs blocs. Mais ça, non. Là, c'est tous les blocs sont à moitié, à 25 %. Enfin, l'AFAS, ça fait deux ans, là, on a mis en place le stage de stratégie d'entreprise. Donc, l'AFAS permet donc à tous les étudiants qui ont des stages obligatoires de bénéficier du stage de stratégie d'entreprise et ont 25 bourses à offrir chaque année. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont diminuer la contribution des OBNL. Donc, dès que j'ai une OBNL, je dis, ben, voici cette OBNL-là voudrait avoir la contribution de la FAS. Puis là, c'est sur des bourses de 10 000 $. Donc, l'OBNL va donner 2 500. La FAS rajoute 2 500, puis Mitax rajoute son 5 000. Ça fait 10 000 $ pour les étudiants et les étudiantes. Ils avaient un fonds, là, puis ils ont été capables d'aller chercher ça. Donc, une autre manière de baisser la contribution des partenaires. Quelques exemples là, de projets d'accélération avec contribution d'un troisième partenaire. Donc, Isabelle Thomas est une championne de Mitax, je dirais, parce que dès qu'il y a une opportunité de faire baisser la contribution du partenaire, elle met ses partenaires à contribution sur ses projets, sur la résilience, l'architecture résiliente aux inondations. Puis elle a fait des projets avec Architecture sans frontières, entre autres, en prenant avantage du rabais. On appelle ça un rabais FRQSC. Là. Véronique Dupéré, plusieurs de ses étudiantes ont appliqué au programme Scotiabank parce que justement, elle parlait du parcours d'insertion, de réinsertion des études des jeunes à risque, donc résilience économique. Voilà. Bon, je prends une petite gorgée puis on va embarquer sur le CRSH. Alors, depuis peu, en fait, le CRSH et Mitax avaient toujours une collaboration, mais depuis peu, ils ont vraiment officialisé une collaboration qui est vraiment avantageuse pour les chercheurs et chercheuses. Alors, qu'est-ce que c'est notre entente? Notre entente, c'est que toutes les demandes que vous faites au CRSH, donc les demandes ça va beaucoup concerner les programmes de partenariat, OK? Mais ça pourrait concerner le programme de savoir s'il y a des partenaires impliqués. Donc, toutes les demandes que vous faites au CRSH, je pense qu'il y a un deadline, une date limite le 15, là, la prochaine date limite, c'est le 15. Bon, mais vous pourriez mentionner que vous allez vouloir mettre quelques étudiants sur votre projet qui vont apporter quelque chose de plus à votre CRSH et vous le dites au CRSH et vous faites une demande parallèlement à Mitax
Et ça va changer. Je vais vous expliquer. Attendez. C'est que ça va augmenter la contribution de votre partenaire. Puis, c'est des contributions cash. Donc, vous avez des contributions partenariales pour demander du CRSH. Il y en a en nature, puis il y en a en espèces. Les contributions en espèces que vous avez, si vous voulez faire du MITAX, c'est là qu'il faut les mettre à profit, parce que ça veut dire que le CRSH qui va compter votre contribution en espèces, cette même contribution va pouvoir servir à avoir du MITAX. Donc, le CRSH va venir matcher la contribution en espèces et en nature. MITAX va venir matcher la contribution en espèces si vous voulez faire des stages étudiants. Il faut que les montants de demande que vous faites à MITAX soient égaux ou en bas de ceux du CRSH et les dates doivent être pendant les dates de votre demande CRSH. Et il faut que les projets soient complémentaires à votre projet CRSH. Donc, par exemple, on va ajouter une activité de comparaison comparative, mais on va faire un stage, on va monter un stage. Nous, on appelle ça des stages, là, quand les étudiants s'impliquent dans une recherche. On va monter un stage pour faire cet aspect comparatif. On parle de tous les étudiants et pas ça, de tous les domaines. Donc, votre recherche CRSH peut impliquer des étudiants de collège ou de cégep, puis c'est correct aussi. Comment ça fonctionne? Quand vous faites une demande au CRSH, il va falloir déclarer votre intention de faire une demande MITAX. Le 15 juin, il y a un dépôt pour une bourse partenariale. Sur la demande de CRSH, vous pouvez déclarer « Je vais faire une demande MITAX ». À ce moment-là, il faut qu'on vous donne le formulaire MITAX, qui est un formulaire un peu différent que celui qui se retrouve en ligne. Puis, vous remplissez ce formulaire MITAX-là, puis vous l'envoyez à MITAX au maximum une semaine après votre dépôt CRSH. L'évaluation va se faire en parallèle, mais ce qui va se passer, c'est que MITAX n'aura pas besoin de faire une évaluation par les pairs parce que c'est déjà le CRSH qui l'a fait. Donc, attendez, je vais arriver ici. Les trois possibilités de résultats, c'est que la demande CRSH est acceptée, donc votre demande MITAX va être acceptée. Si la demande CRSH est non acceptée mais recommandée, il est possible aussi que votre demande MITAX soit toutefois acceptée, même par ce processus-là. Par contre, si elle est refusée, la demande MITAX est refusée. Mais il n'y a rien qui vous empêche de renvoyer une autre demande MITAX puis de passer par le standard. OK? Alors, ça, c'est la manière de le faire pour les nouveaux applicants qui vont appliquer à partir de maintenant. Par contre, il y a des gens qui ont des CRSH puis qui sont intéressés éventuellement à avoir une contribution cash pour pouvoir avoir des stagiaires. Ben, c'est quand même possible de le faire. La seule chose, c'est que votre dollar de partenaire ne sera pas égalisé dans les deux. Il va être égalisé par MITAX, mais il ne sera pas égalisé par le CRSH a posteriori. Ce n'est pas possible. Mais c'est quand même possible d'avoir une évaluation rapide de votre projet. Comment ça fonctionne? Un exemple d'une bourse de 30 000 $. La contribution du partenaire va être de 10 000 $ en espèces. Le CRSH va dire, ben, parfait, vous avez une contribution de 10 000 $, nous, on va vous donner 10 000 $. Et bien, MITAX aussi va dire, parfait, vous avez une contribution originale de 10 000 $, on va vous donner un autre 10 000 $ pour un stage étudiant. OK? Donc, 2 pour 1. Par exemple, un autre exemple, le partenaire contribution en nature de 10 000 $. Puis, il y a d'autres partenaires qui font des contributions en nature et en espèces. En tout, le CRSH, il va matcher toutes ces contributions-là qui est égale à 30 000, il va vous donner un autre 30 000. Nous, par contre, on va matcher seulement la contribution en espèces. OK? Donc, les 3 possibilités de résultats. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je n'étais pas prête à finir, mais j'ai fini. Donc, je suis prête à passer à des questions en ligne ou en salle. C'est clair comme l'eau de roche. Une question pour le CRSH. Tu dis le CRSH ne pas matché. Donc, c'est en plus de la somme que le CRSH met dans le programme. Donc, si la subvention est d'un montant de 25 000,
et qu'il y a ces contributions supplémentaires de 30 000, donc c'est 25 000 plus le 30 000. Alors, Mitax va toujours égaliser la contribution. Quand je dis égaliser, c'est on va toujours fonctionner par bloc, accélération. Puis pour nous, un bloc, c'est 7 500. Donc, si le partenaire donne 10 000 cash, peu importe le montant que le CRSH va décider de donner parce que vous avez des contributions en nature ou en espèces, Mitax va pouvoir matcher ce 10 000 $-là uniquement. Donc, c'est vraiment la contribution en espèces. C'est pour ça que dans des projets CRSH, vous avez des contributions en espèces, des contributions en nature. Quand vous montez votre projet puis vous dites, bon, mais là, je mettrai des étudiantes ou des étudiants sur telle direction de ma recherche, pensez à la contribution cash. Gardez cette contribution cash pour ça. Utilisez-la pas pour d'autres choses. Utilisez la contribution en nature pour d'autres choses parce que Mitax va facturer votre partenaire. Donc, c'est bien de le prévoir à l'avance. C'est ça. Le gros avantage maintenant, c'est que cet argent-là est vraiment de 1 $ donne 2 $. 1 $ au CRSH donne un autre dollar. Voilà. Tu parlais des subventions recommandées mais non financées. Je ne suis pas familière avec ça parce que le CRSH présente vraiment les résultats comme financés ou non financés. Il n'y a pas de non recommandé dans les classements du CRSH. Et je suis curieuse de savoir, il n'y a pas de recommandé non financé, ou alors s'il y a quelque chose… Mais il doit y avoir quelque chose qui se passe chez Mitax. Ils doivent leur envoyer cette information-là à notre département de recherche. J'avoue que moi non plus, je ne suis pas très familière avec le processus du CRSH en tant que tel, mais c'est ce qui l'entente fait. L'entente dit ça entre nous deux. Ça a déjà existé, en tous les cas. Je ne sais pas où ils en sont au CRSH. Présentement, c'est vraiment présenté par Textile. Les Textiles sont financés. Les 3 premiers sont financés, les 3 derniers ne le sont pas. Okay. J'ai des questions en ligne. Oui. Donc, si quelqu'un en présence voudrait poser une question. Première question, est-ce que le financement peut venir du FRQNT ou est-ce seulement FRQSC? Alors, pour l'entente qu'on a actuellement, c'est vraiment avec le FRQSC. Donc, c'est vraiment Société Culture que mais par contre, si un chercheur ou une chercheuse en sciences de la vie a une portion sciences sociales dans sa recherche, on va quand même le faire passer sur cette entente-là. Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit la nature de la recherche qui ait un lien avec les sciences sociales et les sciences humaines et arts. Et notre question, est-ce que Mitax a une entente avec le CRSNG? Oui, une grosse entente avec le CRSNG, où là, en plus du match 1 $ qui devient 2 $, donc 1 $ chez le CRSNG et 1 $ chez Mitax, vous pouvez appliquer en même temps sur la plateforme du CRSNG. Vous n'avez pas besoin de remplir, d'envoyer quelque chose à Mitax de différent. Donc oui, cette entente-là existe depuis 3 ans. Je vous invite à contacter le conseiller de votre département pour en savoir plus puis discuter de votre recherche. C'est toujours bien. On avait toujours les chercheurs et les chercheuses à venir discuter de leur recherche au début. Pourquoi? Parce que dépendant de la nature de la recherche et des objectifs, on pense à toutes sortes d'occasions. On pense à « Ah oui, attendez, là, je connais tel programme qui pourrait vous aider, puis on pourrait essayer de faire ce montage-là. » Donc, c'est toujours une bonne idée de nous contacter avec « J'ai cette recherche-là, qu'est-ce que je devrais faire avec? » On est vraiment là pour essayer de faciliter. Là. Merci pour la présentation. Moi, je reviens à une hypothèse. Au tout début, je pense que vous avez mentionné la possibilité d'un échange d'étudiants entre chercheurs ou universités. Puis j'ai eu cette question plus tôt, donc je vais me rafraîchir la mémoire en quelque sorte. Là. Donc, un étudiant italien qui avait une bourse pour venir faire un séjour de recherche, puis là, si j'ai bien compris, ça, comme ça venait de son université étrangère, ça ne pouvait pas être la contrepartie de Mitax, il fallait que la contrepartie de Mitax soit ancrée au Québec. Je me souviens de notre échange maintenant. Oui, c'est ça. En fait, il faut que Alors, pour des étudiants, je rappelle le contexte, pour des étudiants qui viennent au Canada, il faut qu'ils aient une contribution de 3 000 $. Il faut que cette contribution-là passe par l'Université de Montréal. C'est des règles comptables. Donc, la contribution ne peut pas être donnée directement à l'étudiant. Si elle l'est,
c'est comme si l'argent était perdu, en fait, pour nous. Donc, ce n'est pas possible. Il aurait fallu que son université envoie de l'argent à l'UDM, ce qui peut être très compliqué, on le sait, en Europe. Donc, vraiment, la contribution, puis en fait, je vous explique pourquoi on fait ça. Avant, on acceptait que les étudiants nous donnent leur propre bourse de 3 000 pour qu'on mette un autre 3 000. Mais il fallait que l'argent passe par l'UDM, règle comptable. Ça a mis vraiment les étudiants dans des situations très précaires. Donc, on arrête ça tout de suite. On se dit, c'est pas grave, les fonds peuvent venir d'ailleurs, puis ils vont garder leur bourse pour d'autres choses. Donc, c'est vraiment une décision institutionnelle à l'UDM de ne plus faire ça, à laquelle j'adhère complètement là, pour me positionner. Mais c'est ça. Donc, c'est ça le... Par contre, si vous avez quelque chose d'un peu plus régulier, bien là, on peut contacter le bureau UDM International. UDM International et voir est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus régulier ou d'avoir de l'argent en avance d'un certain partenaire, déjà en banque ou quelque chose comme ça. Il y a des ententes avec d'autres universités. Mais oui, dans ce cas-là, on ne voulait pas prendre le risque. On a une autre question en ligne. Est-ce que les universités, entre parenthèses, le réseau des bibliothèques, par exemple, pourraient être des partenaires? C'est une très bonne question que j'ai souvent. En fait, non, ce n'est pas possible. À moins que l'organisation dans l'université soit une OBNL, enregistrée entre OBNL. Par exemple, je donne l'exemple de l'IRBV, l'Institut de recherche en biologie végétale. Ils ont un statut d'OBNL, ils ne sont pas uniquement financés par des fonds universitaires, ils ont du financement qui vient de la Ville de Montréal. OK, là, ça peut être un partenaire. Puis, bon, ben là, à ce moment-là, une question de conflit d'intérêt à faire clarifier tout ça, là, mais ça, c'est possible. Mais des bibliothèques, non, parce que c'est de l'argent provincial et que nous aussi, on ne peut pas faire en bon français, on dit un double stacking. Je ne sais pas comment on le dit en français. On ne peut pas faire une... Ouais. Donc, parce que notre financement provient du gouvernement. C'est bon. Je pense qu'on a épuisé les questions. Bonjour Marie-Jeanne, ancienne collègue de doctorat. Parfait. Bon, ben, on va rendre la présentation disponible. Allô? On va rendre la présentation disponible. Je pense que l'arbre décisionnel, c'est la première fois qu'on le publie. Je pense que ça peut être aussi super intéressant de l'envoyer à vos départements là, avec plaisir. Jane, j'imagine que tu vas m'aider à faire le suivi pour envoyer tout ça. Voilà, mais merci beaucoup de votre présence en cette très belle journée qu'on aurait préféré passer dehors, j'imagine, mais ça fait plaisir de vous voir. Merci. J'éteigne. Merci.